Rend hommage à un pionnier de la chanson d'ici. Voici le portrait chaleureux d'un artiste qui est toujours resté fidèle à ses convictions. Raymond Lévesque, d'amour et d'amertume, tout de suite après la pause. Peux-tu maintenant? Te souviens-tu que tu me disais, pour faire ce métier-là... Pour faire ce métier-là, il faut manger de la merde. Ah, de la merde, OK. OK. Tu disais à Jean-Pierre, pour faire ce métier-là... Là, il faut manger de la merde. Ah! Hey, ça répète. C'est drôle. Ben, moi, on va vous dire une affaire, là. Ma carrière, là, vaut mieux pas y passer. Une carrière, la marche à foin, est-ce qu'on va en avoir pas souvent? Moi, des Salville, j'en ai fait en hostie de Salville. Je me rappelle, j'ai fait une tournée. Charlemagne Landry m'avait dit, je vais t'aider, Raymond. Là, il m'avait organisé une tournée à Rimouski, Trois-Pistoles, puis à Amqui, puis un peu à Gaspésie, partout. Puis il n'y avait personne, Chris, il n'y avait personne. Je demandais à mon pianiste, à mon gars, je demandais à mon pianiste comment est-ce qu'il y a de mort, il a dit à 15. Ah, c'est plein! Puis des fois, il me disait, il y a 25 personnes. Ah, ils ont refusé du monde! Oh, rien, rien. Ouais. Mais quand j'ai chanté à Val-Briand, en 1980, avec Céline, on avait amené vraiment une vieille roulotte, puis on avait amené ça à côté du théâtre. Puis il disait ça à Jean-Pierre un soir. Il y avait 4 vieilles dames qui étaient venues au théâtre. Et moi, je faisais toujours mon spectacle. Les gens se déplacent, c'est pas leur faute, c'est pas plein, on fait le show. Faites le show pour 4 personnes. 4 vieilles dames gentilles. Après le spectacle, j'arrive dans l'entrée. Il pleuvait, c'était Ouais, les 4 vieilles dames étaient là parce qu'elles étaient venues à pied. Puis là, il pleuvait, puis il pleuvait. Ça fait que je leur ai dit, ben, c'est pas grave, je vais aller au congé. Alors, c'est ça que je dis tout le temps. Je dis ça à l'artiste au monde qui, après son spectacle, est allé à conduire son public dans son char. Il faut avoir de l'aplomb, il faut avoir une présence, il faut avoir beaucoup de métiers pour faire la grande salle. Mais maintenant, là, je suis prêt à faire des grandes salles maintenant. Ben, ça fait 50 ans. Au bout de 50 ans, on a quand même un peu de métier. Ça fait que maintenant, je suis prêt à le faire, mais là, je suis vieux. Au parc La Fontaine, dans un doux poème, un soir je t'ai dit, je t'aime. Je tenais ta main, ça ne servait à rien, car toi tu étais très loin. La vie est ainsi, le ciel bleu n'est jamais pour deux. La vie est ainsi, dans le bonheur, il y a du malheur. Ben, enfin, papa n'a pas fait beaucoup de grandes salles. Moi, c'est un artiste de boire des chansons. Mais là, à la Place des Arts, c'est une belle fête qu'ils me font, là. C'est gentil. Tu vas venir, hein? Tu vas venir. Veux-tu chanter quelque chose? Non. Là, mais je peux... J'ai des bons tuyaux. Il n'y a pas 5 milliards d'hommes, il n'y en a qu'un, un homme responsable. Responsable de la malhonnêteté. Car un homme malhonnête, c'est toute la société qui est malhonnête. Un homme qui ment, c'est toute la société qui ment. Un homme qui tue, c'est toute la société qui tue. Il n'y a pas 5 milliards d'hommes, il n'y en a qu'un. Vous êtes responsable, je suis responsable, nous sommes responsables. Ce larcin, cette trahison, cette fourberie, reproduite 5 000
5 milliards de fois, c'est la misère, c'est l'injustice, c'est la pagaille. 5 milliards de fois, c'est vous, c'est moi. Il n'y a pas 5 milliards d'hommes. Bon. Ben, ça pourrait... C'est parfait, on est arrivé juste ensemble. C'est à peine croyable. Raymond, lui, il s'est toujours dit qu'il ferait jamais des grandes salles. Puis là, aujourd'hui, tu vois, il est quand même rendu à une époque de sa vie. Il n'est pas tout jeune. Il a 67 ans, bientôt 68. Puis Raymond, enfin, il va faire la place des arts. Car l'amour... Ah, ben oui, mais arrête pas en plein milieu, Raymond. Blanc. Blanc. Mets ton verre en avant, moi. Non, arrête de cabotiner, là. Alors, car l'amour... OK, on répète Prends le... pas les bulles. Non, qu'est-ce que c'est? Après ça, on va aller faire l'écart, qui est une toute petite boîte à chansons qui est à Longueuil. C'est vraiment une différence entre les deux, là. Puis toi, tu chantes l'intelligence des hommes. Ouais, je viens. Chante la main dans la poche. Là, tu as un peu l'idée de ce qu'on va faire. Il s'agit d'agencer ça pour que ça passe bien. Ben, Alors... Tu vas commencer par le début. Tu vas commencer par le début, par l'enfance. Ah, je peux commencer par mon élève. Ah oui, t'as raison. Est-ce que tu te sens prêt? Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir sur le spectacle. Non, je sais pas pire. Je vais t'aider. C'est l'enfant. Veux-tu commencer tout de suite? Quand on y pense, c'est l'enfance. Je fais toute la différence. Un peu d'ambiance de bonheur, puis un climat moins enchanteur marque notre âme jusqu'à la fin et assombrit nos lendemains. Aussi la perte de nos mères, que nous avions si peu connues, nous écrase et nous désespère, comme si nous avions tout perdu. Moi, j'ai passé mon enfance assis dans les marches d'un escalier d'une maison qui aujourd'hui est encore là, presque inchangée. Ah, c'est là. 36, 80. C'est là que ma maman est tombée malade. Ma mère est morte, subitement presque. Elle avait 31 ans. Dans l'espace de quelques mois, elle a fait une espèce d'hémorragie. Puis, ils n'ont jamais su exactement ce que c'était. Alors, j'ai pas connu beaucoup ma mère. J'en ai pas beaucoup de souvenirs. Ça fait que quand ma maman est morte, là, on restait là. Puis là, mon père a déménagé. Il a déménagé ici. Pourquoi? Je sais pas, il voulait recommencer sa vie, je suppose. C'est pas si pire, vous êtes pas trop loin. Trois portes, pour commencer sa vie, aller au pire. Mon père a fait une dépression, une grosse dépression, de 1940 à 1953, quand il s'est remarié. Puis sa dépression, ça a donné dans le temps de notre... pas de l'enfance, mais de la jeunesse. Alors, moi, ça m'a marqué, parce que l'ambiance familiale était très difficile. C'était une ambiance assez morbide à la maison. Puis mon père, il a essayé de s'occuper de moi, puis... Ben voilà, c'est ça, il s'occupait pas de moi. Moi, les études, ça fonctionnait pas. Je pense que l'ambiance familiale, il y a quelque chose. Puis aussi un peu de surdité. Toi, alors, oui. moi, alors, je réussissais pas, moi, dans mes études. Je réussissais pas à rien apprendre. J'étais toujours en retard. Le grand cadre, le fond de la classe, c'était moi. Ça fait que mon père, il a essayé, mais à un moment donné, il s'est découragé. Puis il m'a laissé aller. Ça fait que moi, j'ai laissé l'école. Puis c'est là que je me suis retrouvé à Saint-Lucien-Laurent, puis dans le Raz-de-Laye.
je travaillais comme boss-boy, je ramassais un verre mal payé, bien sûr. Alors, heureusement, ma grand-mère m'avait montré la musique. Pas longtemps, mais les 4 ans qu'elle m'a montré, ça m'a suffi pour plus tard m'arranger. Alors, heureusement j'ai eu ça, puis que sans ça, je sais pas ce que j'aurais fait. J'avais pas aucun métier, aucune éducation, rien. Dans cette ambiance formatrice, entre deux ciboires et un calice, je ramassais bouteilles de verre et parfois un client par terre. Et vous avez poussé beaucoup vos études pianistiques? Oui. Oui et non, parce que je les continue encore. Oui. Et à partir de quand avez-vous commencé à composer? J'avais à peu près, je crois, 14 ans ou 15 ans. Comme tout le monde, quand on est jeune, on sent le besoin de s'exprimer. Et pourquoi avez-vous choisi la chanson comme mode d'expression? Franchement, je pourrais pas dire. C'est le hasard, surtout. Vous étiez mêlé à un groupe d'artistes, d'amis? Oui, tout jeune, j'avais surtout un groupe d'amis. Et y a-t-il quelqu'un qui vous a particulièrement conseillé ou encouragé dans cette voie? Oui, il y a Fernand Ridou. Raymond est arrivé chez nous, bonjour. J'étais à l'heure de la répétition avec Zézette. Et il m'a dit, j'écris des chansons, et il dit, personne ne veut les entendre. Il dit, personne. Il dit, moi, il dit, je les trouve bonnes. Puis il dit, je voudrais bien pouvoir les chanter. Puis il dit, ta. Ben, j'ai dit, on va s'asseoir, puis on va écouter ça. Et ben là, c'est la révélation que j'ai eue. On va dire que, hey. Vous êtes pour moi, jolie demoiselle. Vous êtes pour moi comme l'hirondelle, le premier printemps, le premier amour de mes 20 ans. Vous êtes pour moi, jolie demoiselle, vous êtes pour moi comme le soleil est le premier rayon, la première passion de mes 20 ans. Alors, Fernand, le premier, a indisqué en 1949 à Londres et a indisqué 24 chansons québécoises d'auteurs d'ici. C'est le premier qui a assuré, c'est le premier qui l'a fait. C'était vraiment la clé du départ de la chanson au Québec. Et vos débuts de chanteur, cette fois-ci, alors remontent à combien de temps à peu près? Oh, 3 ans. 3 ans. Est-ce que vous avez tiré un enseignement de ce premier contact avec le public? Je croyais, oui, au début. Car vous savez, la première fois que j'ai chanté en public, c'était dans les récitals. À Montréal? Oui, à Montréal. Et le public des récitals et le public des cabarets où on gagne sa vie, ce n'est pas le même public. C'est pas facile, hein? Surtout au cabaret, les gars prennent un verre, les filles prennent un verre, font du bruit. Ça fait du bruit. C'est difficile. Passer le message à travers tout ça, c'est assez difficile. Ça, le cabaret, c'est ça. Hein? Les Français appellent ça une goualante pour la chanson, puis un beuglant. C'est celui qui crie le plus fort qui gagne là-dedans. Moi, j'avais pas de métier, hein, puis j'étais timide, puis je chantais des chansons, puis dans ce temps-là, nos chansons, les gens ils aimaient les chansons qui... Dans ces années-là, les gens aimaient les chansons qui venaient de France. Les chansons du Québec, ça n'existait pas encore. Alors, nous, les premiers qu'on chantait nos chansons, les gens, ils les connaissaient pas. Eux, ils aimaient les chansons qu'ils connaissaient par la radio. Alors, ils ne connaissaient pas ces chansons-là. Alors, ils trouvaient ça plate. Puis, ils parlaient. Fait que moi, je me fâchais. Puis, j'étais mal élevé pour ça. Puis, ils envoyaient chez Liard, puis tout. En tout cas, alors là, Jacques, il disait, j'oublierai jamais ça de ma vie. Monsieur Lévesque, vous finissez ce soir. Puis là, il y avait Barval, puis Pellerin, là, qui allait voir Jacques, puis il disait, ah, ben, ouais, donc, il commence, donc, dis encore une chance. Fait qu'il me gardait encore. Puis, ben, il m'a congédié plusieurs fois, mais effectivement, c'est jamais arrivé dans les fins, parce qu'après, il me gardait tout le temps. Il était bien fin pour moi, bien fin pour nous autres. Tout ça, c'est 90% de travail et 10% de talent. Mais il y a une chose qui est encore plus vraie que ça, c'est que c'est, dans tous ceux qui réussissent dans ces métiers-là, c'est d'être au bon moment, au bon endroit. Et ça fait toute la différence au monde. Lui, dans ma vie, il était là au bon moment, au bon endroit où j'avais besoin de gars qui viennent chanter des chansons crues, qui étaient faites ici autant que possible. Les gens de l'autre côté connaissent du Canada. Ses forêts, ses champs de blé.
pour avoir de jolis sons. Mais on n'aura jamais dit ce qu'il y a de mieux ici. S'ils écoutent ma chanson, eh bien, ils le sauront. Une petite Canadienne, quand elle sourit, quand elle sourit, quand elle sourit. Une petite Canadienne, quand elle sourit, tout le monde sourit aussi. Une petite Canadienne, quand elle dit oui, quand elle dit oui, quand elle dit oui. Petite Canadienne, quand elle dit oui, tout le monde dit oui aussi. Une petite Canadienne, quand elle dit non, quand elle dit non, quand elle dit non. Petite Canadienne, quand elle dit non. La police, l'armée, les gens du monde entier n'y peuvent rien, n'y peuvent rien. En ce temps, là, je vous parle, dans ce beau pays des Arabes, les artistes dits québécois, hélas, ne faisaient pas le poids. Et le public leur préférait de loin ce qui était français. Alors, afin de s'affirmer, beaucoup songeaient à s'exiler. C'est ainsi que j'ai décidé, en mois d'avril, de m'en aller en ce beau pays de France pour y tenter aussi ma chance. Ah, que Paris était beau en 1954. Mais là, en 54, à un moment donné, je suis parti pour la France. Avec mon vieil ami Serge Aiglun. Il m'avait appelé comme ça, puis il dit, je m'en vais en France. T'en viens-tu avec moi? Ou pas? Arrive. Fait que là, on a vendu à peu près tout ce qu'on avait. On n'a pas grand-chose, dans les coupes. Moi, je me rappelle encore avoir vendu mon piano, une coupe d'armoire. On est parti pour la France. C'est au cœur du très vieux Paris, dans une rue qui remonte au Moyen-Âge, que votre reporter a rencontré l'un des plus jeunes parmi les chansonniers canadiens installés à Paris, Raymond Levesque. Des coins animés et vivants, où l'on chante depuis 500 ans, où les gobelets n'ont pas vidé, depuis l'époque des écus, quand Villon pouvait pas payer. Amis, venez au port, salut. Je commence à être un vieux Parisien, là. Ça fait 2 ans que je suis là. Et puis, ici, c'est un peu mon coin, je viens souvent, alors. Ah bon? Et au cours de ces 2 ans, qu'est-ce que tu as fait au justement? J'ai fait beaucoup de cabarets. J'ai travaillé surtout dans des endroits comme ici parce que ce sont les endroits qui se prêtent mieux pour mon tour de chat. Alors, j'ai travaillé au Lapin Agile, au Cabaret de l'Écluse, au Caveau de la Bolée. Mais dis-moi, t'es sorti de Paris aussi? Oui, je me suis promené, j'ai fait des tournées, j'ai même vu presque toute la France. L'été dernier, j'ai fait les plages, comme les côtes, la France, puis là, j'arrive d'une tournée avec Annie Cordy, où on est passé par les principales villes comme Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Rouen. Annie Cordy, c'est une grosse super vedette. On faisait toutes les grandes villes de France. Moi, j'étais la vedette anglaise au début. Anglaise, en plus. Oui, apparemment. Oui, c'est ça. Puis l'Alcazar de Marseille, c'est le plus vieux musical de France. Puis c'est un musical qui a connu pas être difficile. Beaucoup d'artistes, la plupart des artistes ont chanté à l'Alcazar de Marseille, des artistes comme Maurice Chevalier à ses débuts. Mais les Marseillais sont difficiles. Puis quand ils n'aiment pas, ils font savoir, ils chahutent, ils font du bruit. Alors, quand papa est arrivé sur la scène, les gens... Papa a commencé à chanter. Avez-vous remarqué sur le trottoir? Les gens n'ont pas l'air de ça. Fait que là, toute la salle s'est levée. Chou, chou! Fait que moi, je me suis fâché. J'ai dit, tabarnak, tu n'es pas content. Ça fâché. Puis le gars dans la coulisse, Lévesque, sortez! Non, je sortirai pas! Ils ont baissé le rideau, ils ont manqué me tuer, il y a une barre de fer! La barre est passée comme ça! Ah, Madame Cordy! Non. J'ai dit, Madame Cordy, je pense que c'est une seule que je chante ici. Fait que Madame Cordy, elle me dit, il n'y a pas question! Il en faut un, c'est vous! Un brave. J'ai chanté 4 soirées, à chaque fois, elle me faisait huer.
Puis dans le bar à côté, quand c'était le temps de mon spectacle, là, je disais au gars, attendez, ils sont pas là, on m'en refait. Mais je regrette rien. Je regrette rien dans le sens que je sais que j'aurais pas pu faire une grande carrière comme Brel ou ces gens-là. J'avais pas... J'avais des bonnes chansons, mais... Puis à part ça, sur scène, je manquais beaucoup de confiance en moi, mais ça a pris du temps, moi, à vaincre le trac. Puis à commencer à m'affirmer un peu. Ça a été très, très long. J'aurais pas pu, moi, dans le temps, faire l'Olympia, des grandes salles comme ça. J'étais trop traqué, j'avais trop d'angoisse. C'était pas possible. Qu'est-ce que t'as comme chanson nouvelle maintenant? Oh, ben maintenant, j'ai une chanson qui va bien, c'est Les Trous de la ceinture. C'est une chanson qui raconte qu'au 5e trou de la ceinture, on est jeune, puis on n'a pas de problème. Au 3e trou, c'est un peu plus sérieux. Au dernier, évidemment. Ouais. Ça se garde. Tu nous en chantes un couplet. Ah oui? Ah, voici le 5e. Au 5e trou de la ceinture, on a 20 ans et belle allure. Même si la balance du métro voudrait qu'on soit un peu plus gros. C'est qu'on le mange pas tous les jours, tout au moins pas assez. Il semble gras et bien portant, mais on s'en fout, on est content. Venez, venez, vers les Germaines, j'ai rendez-vous à la Madeleine. Ce sera pas long, c'est pour la fête, du travail chez un libraire. Quand ma famille tient mon diffuse à ce que je fasse quelque chose, ils me menacent de blocus. Si je ne fais rien, c'est pourquoi j'ose. C'est politesse, ça me paraît, mais n'en fais pas, je travaillerai pas. Ça a duré 3 ans, peut-être 4 ans. Ça, c'est une époque incroyable, l'époque de la Rive-Gauche. Quand tout le monde débutait, quand il y avait Brel débutait, Béard, Barbara, Jean Ferrat, ces artistes-là, on était tous au même niveau, on commençait tous, on travaillait tous ensemble dans un petit boîte. Il y avait vraiment beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité. Ah, c'est une époque extraordinaire. Puis moi, j'ai connu la fin de Saint-Germain-des-Prés. Moi, quand je suis arrivé en 54, Saint-Germain-des-Prés, c'est encore la bohème, c'est encore la jeunesse, c'est encore l'amitié. C'est l'amitié que je retiens de ce temps-là, moi. On était vraiment des frères, tout le monde. Puis on avait des grandes discussions politiques, philosophiques. Puis un soir, je me rappelle, on était dans un restaurant, puis on discutait du char humain, puis machin, la guerre, puis tout. Puis à un moment donné, j'avais dit ça quand les hommes, mon amour. Puis ça a cliqué dans ma tête. Puis je l'avais noté sur mon paquet de cigarettes. Gitane. J'avais noté ça. Puis le lendemain matin, je m'étais levé, puis j'avais le corps gros un peu parce que on avait pris un coup fort un peu. Fait que le soir, on se lève le matin, on a le corps gros un peu. Puis là, j'avais pris mon petit cahier, puis j'allais toujours, j'ai gardé mon petit cahier. Puis j'avais écrit ma musique, j'ai fait mes barres de mesure. J'ai écrit la musique, puis j'ai écrit des paroles comme ça. Mais il faut dire aussi que dans ce temps-là, il y avait la guerre d'Algérie. Alors ça m'a marqué, parce que c'était dur, la guerre d'Algérie. Tout ce qu'on apprenait par les journaux sur la répression en Algérie, puis la répression à Paris. Il y avait beaucoup d'Arabes à Paris, parce que l'Algérie, c'est un département français. Alors, les Algériens, la France, étaient chez eux. On ne pouvait pas leur interdire la France. C'est un département français. Alors, les Algériens, ils étaient maltraités à Paris. Ah, ils étaient maltraités. On les appelait les ratons. Les ratons. Alors, il y avait les ratonnades. Quand la police les matraquait. Puis pour rien. Alors, moi, j'assistais à des ratonnades, la violence policière, les CRS. Ça, c'est une sale race, les CRS. Les matraqueurs, je sais pas comment ils font pour faire ce métier-là. Il y avait une lutte en tête à ce moment-là qui était celle du peuple algérien qui voulait acquérir l'indépendance. À 5 h du matin, 6 h du matin, ils s'enflammaient, puis alors ils faisaient des déclarations pour FLN, et puis c'était... Moi, je trouvais ça assez impressionnant, parce que dans ma tête, à l'époque, les artistes étaient des gens qui s'occupaient d'un certain domaine, puis le reste était réservé aux autres. Et au fond, le premier que j'ai connu qui a pu faire une espèce de jonction dans cet esprit-là,
c'est Raymond Lévesque. Mais qu'est-ce qui t'inspire dans des chansons, Raymond? Tu fais des chansons à même... Ouais, même ce que je vois surtout. Des chansons descriptives. Je trouve un sujet, puis après je fais les paroles et la musique en même temps. Les deux en même temps? Oui, moi, c'est ma façon. Ah oui, c'est pas les paroles qui viennent d'abord, ni la musique d'abord. Tu fais... Non, je travaille les deux en même temps. Ça va mieux, je sais pas comment dire. Et quelle est la toute dernière de tes chansons, alors? Ah, la toute dernière s'intitule « Quand les hommes vivront d'amour ». Une chanson un peu philosophique. Tu nous en donnes la primeur. Oui, d'accord. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Quand Raymond est allé en France et que Raymond a fait des chansons, sa chanson « Quand les hommes vivront d'amour » est, à mon avis, puis pas rien qu'à mon avis, ça n'a pas d'importance, mais de la vie générale, c'est la plus belle chanson en langue française, dans le domaine populaire, qui a été écrite ici. Et elle est devenue numéro 1 sur les hit parades en Allemagne, d'abord. Pourquoi en Allemagne? Quelqu'un a traduit le texte, a compris qu'il y avait une question quand les hommes vivront d'amour, plus de ça, plus de guerre, plus de ci. Il y avait un message gros comme ça. Et peut-être que des fois, Raymond, avec un ukulélé, ça passait pas jusqu'au fond de la salle, son message. Et tout d'un coup, il y a des gars en France, des grosses vedettes qui ont chanté ces chansons. Moi, c'était M. Constantine, c'était mon ami. Parce que M. Constantine a mangé la misère dans la vie, lui, avant que ça marche. Puis quand il m'a rencontré en 54, moi, j'étais dans la misère. Puis il s'est pris de sympathie pour moi. Puis il a chanté d'abord le trottoir. Puis quand j'ai écrit Les hommes d'amour, je me rappellerai toujours, j'avais été chanté à l'Olympia. Puis entre les deux spectacles, j'avais été le voir dans sa loge. Puis il était fatigué après son spectacle. Et là, il voulait se reposer un peu. Il n'avait vraiment pas l'envie d'entendre une chanson. Puis il n'y avait pas de piano. Puis il m'avait dit, ah ben, chante-moi là comme ça, là. Puis là, j'avais chanté avec mon papier, debout, près de la porte. Puis j'avais chanté. Puis là, il était assez silencieux. Puis il m'avait dit, ah, ça me plaît bien, je vais te l'enregistrer. Puis il l'a enregistré 15 jours après, il l'a enregistré. Puis un bel enregistrement avec des chœurs. Puis il a bien chanté, M. Constantine. Quand les hommes vivront d'amour. Après, c'était Cora Vauquer. Après, une fille qui s'appelait Jacqueline Méraud. Puis, avec les années, c'est parti. Mais c'est juste 20 ans plus tard, en 76, la chanson a vraiment démarré, quand Vigneault, Leclerc, Charlebois l'ont chanté. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, et nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, Ils ont assassiné leur frère en révolte au service de tous les rois
de tous les États. Les militaires sont l'image même de l'horreur, du malheur, de la bêtise. Je vais envoyer ça à Ottawa. Là. Quand il y a de l'humour dans tes monologues, tout passe. Non, non, non. Quand il y a de l'humour. Quand il y a de l'humour. De l'humour. Humour. Ah, l'humour. Quand il y a de l'humour, Raymond, tu peux faire passer n'importe quoi. Il y a une forme de lâcheté, là. Oui, Oui, il y a une forme de lâcheté. Pas les bords, Essayer de mettre de camoufler ce qu'on dit sous forme de mots. Pour moi, c'est la lâcheté. Ben, Les affaires ont été dit, point final. On ne sait pas des adoucis. Pas faire peur à personne. c'est pas une question, Raymond. Mais si tu fais un show, si tu fais un spectacle qui est trop dur, puis t'as 2 personnes dans la salle, ben ça donne rien. Mais c'est 2 balles par Ah, ben oui. La Peut-être. qualité, s'il n'y a pas Moi, qualité. je pense que tu peux te permettre... Ah, il m'écoute pas. Moi, je fais un spectacle dur. Moi, je veux dire des choses. Chris, c'est un film, c'est des affaires qui vont réciter. Chris, je veux pas mettre ma chanson sur la marde. La marde! Bon, c'est un commentaire. Quoi que ça restera, parce que... Je veux mettre des choses de valeur, Oui. Chris. Enfin, de valeur. Ça a l'air prétentieux, mais enfin, parmi ce que j'ai fait, je vais mettre des choses qui n'est plus consistant. Mais je suis d'accord avec ça, Raymond. Je suis d'accord. avec ça. Où je ne suis pas d'accord, Oui. c'est qu'il faut équilibrer. Il faut que ça soit quand même agréable à Ben, entendre. tous les poèmes que je fais, les monologues sur l'enfance, tout ça, c'est léger, ça. Ben, c'est léger. léger. Mais là, ça s'annonce un spectacle, Raymond, ça s'annonce un spectacle très dur. L'obsession du gars. Au Québec, ils ont Non, c'est pas l'obsession ça, arrête du donc. gag. C'est pas ça qu'on dit. Il faut parce que- faire rire le monde. Non. C'est Comme pas si c'était ça. un gang de cave. Il Raymond, c'est pas ça. faut leur dire des choses aux gens. Chris, sans ça, ils ne sauront jamais rien. Heureusement que je suis là. Bon, je suis de petit. Ben, des choses légères. Quoi, les choses légères? Je te parle d'équilibre. Équilibrer le spectacle pour que ça soit agréable. Quelque chose de dur, oui, mais après ça, quelque chose de beau. Léon Ferré, ça c'est agréable, lui, Chris. Léon Ferré, asti. Léon Ferré, c'est un patate, putain, bang! C'est agréable, lui? Pourquoi il faut être agréable? Ça en a plein qui font n'importe quoi pour être agréable. Dans ce déferlement de voitures, de dorures, la solitude est infernale. La faim et la misère honteuse. À la recherche de l'aisance, du succès, il y a beaucoup de monde, mais peu de frères, d'entraide, de compassion. L'Amérique est un mensonge qui parle de Dieu en écrasant sans pitié les peuples les plus faibles, en soutenant les régimes les plus sanguinaires et en pillant sans mesure, tout en parlant de liberté. Moi, j'ai attendu que tout le monde choisisse ses chansons. Chacun a choisi une chanson pour le spectacle. Une chanson de toi. On commence à plus se comprendre. Regarde. Chacun a choisi une chanson de toi pour le spec. OK? Chacun a choisi une chanson de toi pour le spectacle. Moi, j'ai attendu que tout le monde choisisse. Alors, maintenant, tu me dis que ta plus belle chanson, c'est Pourquoi la mort m'arrive. Ben, moi, Ben, tout le temps, sacrément, je la chante. Je vais chanter Pourquoi la mort m'arrive.
Marie, c'est une jeune fille que j'ai connue, elle avait 20 ans, à Montréal. Je sais pas pourquoi. Elle s'aimait pas, parce qu'elle se trouvait pas belle. Puis, quand je suis allé à Paris, à un moment donné, elle est arrivée en France, celle-ci. Je faisais partie d'un petit groupe d'amis. Puis c'est toujours pareil, elle s'aimait pas. Puis un jour, elle s'est fait faire, elle voulait se refaire faire le nez. Mais la chirurgie plastique, dans le temps, c'est pas au point comme aujourd'hui. Fait qu'elle a fait une opération, elle aimait pas. Puis une deuxième, elle aimait pas. Puis la troisième, elle était devenue laide. Ça fait qu'elle s'est suicidée. Pourquoi le mort, Maryse? Pourquoi le mort? J'étais si belle, Maryse. J'étais si belle. Nous t'aimions tant, Maryse. Nous t'aimions tant. Pourquoi le mort, Maryse? Pourquoi le mort? Si nous pouvions, Maryse, si nous pouvions vivre toujours, Maryse, vivre toujours, il n'y aurait plus, Maryse, il n'y aurait plus de grand adieu, Maryse, adieu. Et nous pourrions, Maryse, et nous pourrions aller au bout, Maryse, aller au bout de tous nos rêves, Maryse, de tous nos rêves. Pourquoi la mort, Maryse? Puis là, ils vont me faire chanter. C'est parce que moi, j'entends plus rien. Hein. Mais des fois, je chante sa bonne note. La grâce de Dieu. C'est un act of God que tu Des fois, je chante sa bonne note, mais des fois, je suis pas sa bonne note, mais il n'y a pas moyen de savoir. Je sais pas. Il faut que quelqu'un me le dise. Ben, j'espère que je vais faire la bonne note. Ben, sinon, Inquiète-toi pas. Ben, il me lance sur les tomates. C'est parce que quand je chante avec Raymond, quand il est pas sa bonne note, ni moi non plus, il faut pas que je sois sa bonne note. Puis alors, ça donne quelque chose. Non, il est toujours sa bonne note quand même. Je sais pas comment il fait. Il était chez nous en fin de semaine, il s'est mis au piano. Il m'a joué sa chanson favorite. J'en reviens pas. Comment il peut faire pour être sa bonne note, j'en reviens pas. Mais il est sa bonne note. Il bifurque pas trop. De toute façon, il a toujours bifurqué tous les jours de sa vie, même quand il avait ses deux oreilles. Fait que je sais pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. J'ai pas compris, c'est-à-dire. C'est correct, c'est correct. Oui, oui. Raymond, lui, il est devenu handicapé auditif sur le tard de sa vie. C'est beaucoup plus difficile à accepter. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a rapproché de Raymond, mais il reste que Raymond, c'est un être pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'amour. Puis Raymond, il me laisse très libre de prendre des images. C'est comme l'album de famille. J'essaie de traduire le plus possible, enfin, plus près de la réalité. S'il l'envoie sur le diable, tu vas lui dire. Ah, ben oui, mais c'est rare, hein? Ah, ouais, c'est très Peut-être rare. en train de changer ça un peu. Ah, oui, oui, je vois ça, recule ça. Oh, c'est beau. OK, arrête l'image sur quand Jean Vivier sur Raymond. Oh, c'est super, c'est bon. Oh, ça, c'est une belle image. Oh, regarde mon Jean Vivier, comme il est beau, avec Raymond. Raymond, il est très paternel. Hein? Ça veut dire comment je pense ensemble. Sol, la, si, do, si. Ah, c'est
parce que tu sautes une note. Papa, il faut que tu suives tes mains, puis il faut que tu suives la musique pour voir si tu joues correct. Alors, Je vais aller plus lentement. bon. Ici. Bon, ça va bien. Être sourd n'est pas un malheur quand on sait tout ce qui se dit. Ce serait même plutôt un bonheur dans ce monde de fourbes. Les plus grands malentendants dans ce monde dit catholique, c'est encore Dieu Tout-Puissant qui n'entend jamais les suppliques. Et les croyants, tout ça, peut-être, non? Attendre inutilement, comme on attend un autobus qui est resté au terminus. Vous qui êtes dur de la feuille, soyez heureux, réjouissez-vous. Ne portez pas ça comme un deuil, car cela rend les autres fous. Là, ils veulent tous que j'apprenne les signes, puis je refuse. Je refuse. Pourquoi, moi, je vais m'écœurer pour comprendre ce que les autres me disent? C'est aux autres à s'écœurer pour me faire comprendre ce qu'ils veulent me dire. Mais je refuse carrément. Apprendre à lire sur les lèvres, c'est 3 ans d'études, puis c'est très difficile. Parce que les lèvres, d'abord, on en a rien que 2. Si on avait plusieurs, c'est sérieux, mais il y en a juste 2. Puis les positions, les 26 lettres de l'alphabet, tout. Il y a beaucoup de lettres, que la position des lèvres, c'est la même. Bah, bébé bobu. Tu vois, c'est vrai. Ah, ma sœur, elle s'est fait avoir. Ah oui, elle a tout appris toutes les signes. Elle a tout appris les lèvres. Puis elle aime la vol. Alors, arrête aussi bien de se reposer tranquille, c'est vrai. Moi, les yeux... Elle fout là! Ouais, les yeux, c'est pas si pire encore, mais j'espère qu'ils vont pas devenir comme ma sœur. Parce que quand t'es sourd aveugle, là, tu peux plus communiquer avec les gens. Maman m'a appelé. Faut que j'aille répéter ses chansons. OK. Je vais en venir tout à l'heure. OK. On rend pas hommage assez aux gens à qui on doit tout. Il y a des gens qui sont tellement forts dans ce qui sort qui déteignent sur tout le monde. Bordel, il faut finir par le reconnaître, ça. Et il faut redonner ça un peu à un moment donné. Il y a eu trop de mes amis, je sais pas, Gilbert Langevin, par exemple, qui était des plus grands poètes qu'on a connus, puis qui a fini sa vie dans un parc, en dormant dans un parc. Je trouve ça épouvantable qu'on leur rende pas plus hommage, puis qu'on s'en occupe pas plus, parce qu'on leur doit tout. J'écrirais pas la moitié de ce que j'écrivais maintenant si j'avais pas été bercé dans les chansons de Raymond Lévesque. C'est évident que d'y rendre un hommage, c'est pas une affaire de flafla ou d'y donner des trophées, c'est pas ça qui est inspirant. C'est encore là, s'il a passé par le cœur pour me donner des choses, bien moi j'essaie de repasser par le cœur pour lui remettre quelque chose autant que possible. Et à ce moment-là, il n'y a pas tellement besoin d'oreilles ou quoi que ce soit. Si le cœur est ouvert, quelque chose qui va passer, j'espère. Si vous êtes au piano et qu'on le met sur voilà, le piano... Faut que je prenne la feuille. C'est parce que... Elle va être déjà... Non? Ça va être déjà placé... Oui. Y a-tu compris que ça va être déjà placé là? C'est parce que ou on le dit par cœur ou on le lit. On fait pas semblant de le dire par cœur tout en le lisant. C'est pas possible. Non, c'est pas non. bon. Ce sera pas Non, bon. non, vous le lisez. Et moi, je vois pas assez loin. Ah, il voit pas assez loin. Ah, OK. Parce que lui, il nous a apporté parce qu'il venait près de nous, il venait à nous, il était avec nous, parmi nous. C'est pas que Félix ne voulait pas le faire, c'est qu'il n'était pas là. Mais Raymond, lui, nous a appris, et on le savait, puis on le sentait dans la salle, c'est qu'il s'était bagarré, mais pas seulement qu'ici.
Et surtout, il s'était bagarré, Raymond, en Europe, dans les vieux pays francophones. Et nous, on avait tous de l'admiration pour lui, parce qu'un espèce de combattant qui revient, tu sais, dans son pays, au lieu de partir avec une carabine, il était parti avec sa guitare. Bon. Alors, quand je suis revenu de France en 1959, chanceux comme toujours, je suis arrivé pile avec la grève de Radio-Canada. Ça va pas mieux tomber. Alors, ben, cette grève a duré quelques mois, ben, après, avant que le travail reprenne, on était 7-8 mois assez difficiles. À ce moment-là, on avait monté un groupe qui s'appelait les Beaux-Os. Les Beaux-Os, c'était les débuts des artistes que vous connaissez maintenant, enfin certains, comme Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillé, Clément Desrochers, Hervé Brousseau, puis il y avait Jacques Blanchet, mais lui, c'était un sexualiste de certains temps. Il était le grand frère. Pour nous, c'était une espèce d'autorité. C'est lui qui en avait le plus d'expérience. Puis des fois, il nous le faisait savoir. Il voulait qu'on soit plus rigoureux dans notre travail. Puis des fois, ben, on était un peu... On était des créateurs jeunes, ambitieux, on avait la flamme, on voulait tellement réussir. On commençait une carrière, on était bien repliés sur nous-mêmes. On était heureux de former le groupe parce que ça nous aidait à partir. Mais c'est surtout le désir qu'on avait de faire ce métier-là. Puis là, on a filé un Christy de bout de temps. Puis là, ça roulait. Là, il vient du monde, tu comprends? Il vient Simone Signoret, il vient Yves Montand, il vient Hervé Bazin, il vient des Américains, il vient Edith Piaf, naturellement, qui est là. Tu te souviens de ce soir-là? Oui, ben oui. Tabarnouche, là, ça l'émouette. Signoret et compagnie, Montand, Piaf, étaient tellement éberlués par ça, de voir que une colonie francophone, une colonie, parce qu'on est une colonie, on est encore des colonies, on est encore des provinciaux, on n'a pas un pays, là, attention, on est encore au Québec, province de Québec, PQ. Étonné de voir que nous, les beaux colonisés, se mettaient à la tâche et on commençait à faire tout un travail qu'avait fait la France depuis 150 ans, 200 ans, depuis Villon. On sait qu'on était les ouvriers de la première heure, et moi, on était. Les ouvriers de la première heure, ce sont ceux qu'on oublie les plus vite. Parce qu'on est occupé au boulon, on est occupé à mettre les rails, on est occupé à faire ce pont qu'on appelle aujourd'hui les francopholies. Mais les francopholies, il n'y a personne qui a mis les boulons là. Les francopholies, aujourd'hui, les gens traversent le pont. Fait par des gars comme Raymond Lévesque. Fait par des gars comme Félix. Fait par Pauline Julien, qui était une lionne de la chanson. Une lionne de la chanson. Et puis, ben c'est ça. C'est juste... C'est ça, c'est pour ça que c'est si important qu'il soit là, Raymond, parce que on était presque des maquisards. Mesdames et messieurs, voici celui pour lequel tout le monde a accepté avec plaisir de venir chanter pour lui. Mesdames et messieurs, Raymond Lévesque! Quand Raymond monte sur scène, même avec, on sait sa surdité, on connaît ça. Le fait de le voir, quand il entre dans le faisceau de lumière, tout le monde applaudit, tout le monde se lève. Il n'y a pas à parler. C'est parce que c'est sa vie qui... C'est 40 ans de lui. C'est 40 ans de lui, c'est 40 ans du pays à travers lui. Raymond se plante sur scène, il arrive, c'est tout ce qu'il nous apporte, tout ce qu'il nous a apporté, tout ce qu'il a à nous apporter, c'est Raymond Lévesque. Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les petits enfants se racontent, tout improvisé, de belles histoires qui valent au moins bien des contes. Quelquefois des grands dans l'auditoire ridiculisent leur prose. Ce ne sont pas les grands, vous pouvez me croire, qui sauraient faire la même chose. Avez-vous remarqué sur les trottoirs, quand on regarde là-haut, on peut voir briller dans toute sa gloire le ciel et son flambeau. Mais les grands qui passent sur les trottoirs
ne voient même plus la lumière, car les grands qui passent sur les trottoirs regardent toujours par terre. C'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande si cela est dans votre vue. C'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande que les grands marchent dans la rue. Mais à chaque fois que je fais un spectacle, je sors toujours les larmes aux yeux. Je trouve ça émouvant, je trouve ça... Je me sens très... Je suis déjà très fière de mon père au départ, là, quand je vais sur une scène, quand il y a des... Souvent, le monde, il se lève debout, puis ils vont le voir après, puis on vous aime, puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on l'aime autant. Mais il s'en rend pas compte, ça. Il pense paranoïaque un peu. Je pense que tout le monde le déteste. Le monde, il m'aime pas, ils se souviennent plus de moi. Mais c'est pas vrai. Je pense bien que ce soir, c'est la plus belle soirée de ma vie. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que moi, ça fait des années que je ne peux plus travailler. Ça fait 10 ans que je suis devenu sourd, fait que j'étais obligé d'abandonner mon métier. Je reste chez nous, assis dans la cuisine. Je me lave, puis là, je marche un peu, puis après, je me rassois. Puis je me relave, puis je marche, puis je me rassois. Puis des fois, je me mets à penser, je devrais-tu rester assis ou me relever? Ça va comme une journée, hein? Ça dit que c'est la chaise de l'or, je m'en vais là. Je comprends pas. Ça doit être l'âge. C'est quoi vous dites? Ça doit être l'âge. Notre âge? L'âge. L'âge, ah ben c'est l'âge. Ah ouais, mon âge, je vais jamais de bon âge. Je le vois comme un grand séducteur, un manipulateur séducteur, ce qui est très, à la fois très irritant et très attirant. Puis j'ai toujours ce sentiment-là quand je le vois. C'est toujours une dualité compliquée quand on rencontre Raymond, qui entretient bien son côté légendaire. Parce qu'il a le sens du spectacle, Raymond, puis ça, on le sent tout le temps. Toi pas, c'était bien. J'avais pas le choix parce que j'étais trop paniqué. Raymond. Alors, il fallait que j'appuie. Ouais. Raymond. Oh, j'abandonne le métier. C'est fini, je reste chez nous. What's your name, sir? Laframboise. Mr. Laframboise. Are you bilingual, Mr. Laframboise? Comment vous dites? Are you bilingual?
En d'autres termes, êtes-vous bilingue? Non, je suis pas bilingue. Vous n'êtes pas bilingue. Vous ne parlez que le français. Ouais, c'est ça. Et puis là, tu achètes un journal, tu regardes les annonces classées, comme à part livrer des paquets, tu sais rien faire. C'est à ce moment-là que tu t'aperçois que tu t'appelles Joe Laframboise. Là, ça veut te dire quelque chose, au moins, hein? Tu dois être à chambre, t'as rien à manger, tu sens maudit comment tu t'appelles. T'as beau courir, faire n'importe quoi, t'as toujours ton nom qui te suit. Là, c'est plus rien que quelques lettres. Là, c'est toi. Toi qui sais rien faire parce qu'on t'a vraiment rien montré. C'est trop tard. Faut marcher. C'est ça que nous autres, hein? Vous donne André, Fernand, André, Joe. Plaisir, Joe. C'est toi ici. Les gens ne savaient même pas que tu existais. À part ça. C'est que tu penses à leur fait. J'étais un des premiers à faire des monologues, à la butte à Mathieu, puis j'étais un des premiers dans les monologues, avec Clémence. Mais avant nous, il y en a eu d'autres, bien sûr, on n'a rien inventé, mais je parle à partir de 1960. Et les premières années, là, la butte, l'été, là, la saison estivale, ça a pris 2 ans à démarrer. La première année, on avait 35 personnes la semaine par soir, puis des fois, les fins de semaine, 50, 60. Alors, pour avoir ces gens-là, pour pouvoir, on faisait d'autres vues. Mais à partir de 63, quand la butte a démarré vraiment, là, quand on a commencé à avoir beaucoup de public, tout ça, là, à ce moment-là, j'ai écrit seulement deux revues par été. Parce que c'était quand même pas mal d'ouvrages. Je n'ai pas eu à courir loin, lorsque j'étais petit gamin, pour apprendre le rudiment du ciboire et du sacrement. Ça m'est venu naturellement en écoutant sacrer mes frères, et déjà tout petit enfant, je pouvais pousser mon calvaire. Quand mes tantes venaient me voir pour me faire des guédis-guédis, je leur lâchais 2, 3 ciboires, c'était fini les guédis-guédis. Allons, allons, mesdames, messieurs, n'ayez pas peur, libérez-vous. Sacrez un peu, soyez heureux. Ça vaut mieux que de devenir fou. Mais mon rêve le plus précieux, c'est de pouvoir vivre assez vieux pour voir, après 1000 souffrances, un beau matin, l'indépendance. Et tout le Québec criait un soir, on les a eus, les Saint-Cyboires! Politiquement correct, Raymond. Ah, il a lutté contre ça, certain. Oui. Écoute, je te dis qu'il y a une grande gueule, hein. Quand il s'implique à fond. On l'a vu. Vous pensez qu'il s'est pas fait des ennemis avec son nationalisme? Ben, Raymond, ça a été, d'après moi, un des grands patriotes du Québec qui a vraiment travaillé pour que le Québécois se prenne en main ou en charge. Et puis, vraiment, parler du Québec, peut-être un peu avant Félix Leclerc, puis avant Vigneault, avant tout le monde. Te souviens-tu qu'à l'époque, on faisait un sketch, on fabriquait des bombes. C'était à l'époque du FLQ. Puis ça hurlait dans la salle, ça riait très fort. Et quelques jours après, Raymond m'arrive et me dit « Regarde, notre public! » Les 5, 6, 7, 8 gars de notre public venaient d'être arrêtés. Mais c'était brûlant d'actualité. Raymond a toujours suivi l'actualité beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les sketchs étaient centrés, d'ailleurs, énormément sur l'actualité. Moi, pas de rien. Mais avant, c'est effrayant. Peur de tout. J'avais toujours peur que les gens rient de moi. Je faisais comme les autres. Toujours comme les autres. Comme ça, me disait, c'est correct, personne ne veut rire de moi, pas comme eux autres. Je pensais à tout le monde plus fin que moi. Je suis plus vache. Au cinéma, pendant de casser le coin, quand tout le monde se lève, je me lève. Comme ça, c'était correct. Mais un jour, le gars à droite s'est levé. Le gars à gauche est resté assis.
Ça fourré. Fait que, pour faire une moyenne, je me suis assis sur le bras de fauteuil. Comme ça, il avait l'air debout, tout en étant assis. Peur de tout. Et maintenant, c'est fini. Je peur de rien. Puis je fais comme je pense. Au cinéma, pendant le Gossip de Queen, je reste assis. Dans son pantalon, de là lui venait son surnom. Il y avait qu'une 5e année, savait à peine compter, beaux jolies culottes. Comme une barre, comme une à l'anglais, comme gardien de nuit, il travaillait, beaux jolies culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris peut-être bilingue, beaux jolies culottes. Un jour, quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, beaux jolies culottes. Les Anglais avaient des bonnes places et qu'ils lui riaient en pleine face, beaux jolies culottes. Il a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, beaux jolies culottes. C'est son élite, c'est son clergé, depuis toujours l'avait trompé, beaux jolies culottes. Fait que, même si c'est pas correct, ça fait pas tant de bon. Juste pour les avertir, il y en avait assez. Qui étaient bien écœurés. Puis de faire attention. Parce qu'au bout du bout, c'est toujours un bout. Voler de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, beaux jolies culottes. Fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, beaux jolies culottes. Tout le pays s'est réveillé, puis la police l'a pogné, beaux jolies culottes. On l'a vite entré en dedans, on l'a oublié depuis 7 ans, beaux jolies culottes. Depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, beaux jolies culottes. Les politiciens à gogo, pour les braves font les pharaons, beaux jolies culottes. Ils réclament afin tes droits, et puis les autres refusent pas, beaux jolies culottes. Peur qu'il y en ait d'autres comme toi, qui a le goût de recommencer, beaux jolies culottes. Quand tu sortiras de prison, personne ne voudra savoir ton nom, beaux jolies culottes. Quand on est de la race des pionniers, on a fait pour être oublié, beaux jolies culottes. Moi, j'ai écouté Bozo, je veux dire, mais le FLQ, j'ai jamais été proche de ça parce que je brassais dans la démocratie, moi, pas dans les puis je voulais rien savoir de ça non plus parce qu'on n'était pas dans les conditions pour ça dans la province de Québec, de faire un soulèvement populaire. Puis alors, Raymond Lévesque, ils ont essayé de se l'annexer, je veux dire, parce que lui, il a traduit le sentiment de la jeunesse, je veux dire, c'est ça qu'ils font les poètes, hein? Ils traduisent le sentiment de la jeunesse, alors il a fait de Bozo les culettes, ben il n'était pas FLQiste pour ça. Son personnage, qui, à mon point de vue, à moi, pourrait définir la trajectoire de Raymond Lévesque, c'est Bozo les culettes, qui est animé par un sentiment de colère, un sentiment de conscience d'injustice sociale, mais qui en même temps annonce une confiance qui n'est pas encore arrivée. Mais de ce point de vue-là, il est prophétique. Fait que là, Gaston Miron, il m'a dit, tu diras des poèmes. Déjà, j'ai de la misère avec mes chansons et les poèmes. Allez, go.
C'est tout. Quand ils nous l'auront vissé, cette maudite vis qu'on a dans la tête, et qui fait que tout le monde baise leur pièce. Ça, c'est ma pièce, donne-moi ma pièce, ça tient une pièce, t'as pas de pièce, mange la merde. Quand ils nous l'auront vissé, cette maudite vis qu'on a dans la tête, on va-tu être bien? Sacrement, on va-tu être bien? Me dit, ah Raymond, va-t'en, ils arrêtent tout le monde, va-t'en. Reste pas chez vous. Alors je suis parti, j'ai un ami qui habite à Saint-Sauveur. Mais ils sont jamais venus chez nous. Alors je me suis demandé pourquoi. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est des années plus tard, quand je travaillais à l'hôtel Nelson, un soir, il y a un monsieur, je sais pas qui, venu me voir, puis il dit, t'as pas été arrêté. J'ai dit non. Il dit, sais-tu pourquoi? Je dis non, mais je vais te le dire. Il dit, c'est parce que la liste des arrestations a été vérifiée par Jean Marchand, Gérard Pelletier, puis l'autre, Lalonde, là. C'est eux qui ont vérifié les listes. Hein. Et puis, Gérard Pelletier, il a enlevé mon nom. C'est parce que c'est un ami, Pelletier, depuis très longtemps. Alors, mais c'est drôle, hein? C'est un ami de Pauline Julien aussi. Puis il n'a pas enlevé Pauline, il n'a pas enlevé Godet. Nous, les indépendantistes de première heure, Ariane, nous, on laisse l'indépendance. C'était pour ça. Puis c'est chez nous qu'on est au pouvoir. C'est nous les premiers. La plus grande erreur de Bourgault, c'est d'avoir sabordé le Ariane, c'est de faire la place à Lévesque. Mais René Lévesque, c'est un homme hésitant. Il est un peu pas heureux de nature, comme tous les Gaspésiens ici. Il est prudent, mais trop prudent, c'est pas bon. Mais il a fait des choses impardonnables. Quand il a pris le pouvoir, il a commencé par faire comprendre aux indépendantistes de la première heure que là, c'était fini, qu'il n'y avait plus besoin des autres, puis rester chez vous. Nous, on n'a pas apprécié particulièrement ça, mais c'est ça qu'il a fait. Et puis, il a fait une grave erreur de pas tout de suite faire le référendum, dans au moins les 2 années qui ont suivi. Parce que le meilleur conseil qu'on peut donner dans la vie à un gars, c'est attends. Trouve bien ta point à qui c'est t'attendre, c'est bien connu. Fait que René, lui, il a attendu, puis voyez-vous, les choses sont arrivées. Et pour le référendum, c'est pareil, il va attendre. Puis à un moment donné, il n'aura plus besoin, parce que c'est le Canada qui va se séparer du Québec, voyez-vous. Quand il a pris le pouvoir, il y avait des milliers et des milliers de militants qui étaient là, et ils les ont tous laissés tomber, ces gens-là, quand ça a fallu qu'ils les gardent. Si ces gars-là avaient continué à militer, à faire du porte-à-porte, puis à convaincre les gens, continuer à convaincre les gens, on aurait gagné le référendum. Ils l'ont fait vite, avec une question discutable, en fin de compte, on a perdu. Puis le pire, c'est quand il a perdu, il a dit, bon, ben maintenant, là, on va faire juste un bon gouvernement. J'ai jamais vu ça. Il dit, écoutez, bon, ben là, on continue, je sais pas, là, on va faire un bon gouvernement. Puis en tout cas, c'était, pour moi, c'était une faillite totale, l'évêque. Bon, enfin, pas totale, mais quand même la moitié, disons. Aujourd'hui, est-ce que vous porteriez le même jugement à l'endroit du Parti québécois? Le Parti québécois, aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, d'abord, je suis pas convaincu que Bouchard veut la séparation. Je suis pas convaincu. C'est peut-être plus sage aussi. Lui, il aimerait mieux faire une entente. Mais c'est parce que l'indépendance en douceur, là, ça ne se fera pas. C'est impossible de faire l'indépendance d'un pays polymère. Il n'y en aura pas de polymère là-dedans. Ça n'existe pas. Il va y avoir de la violence. Parce que si on passe seulement 51 là, les 49 des autres, là,
ils ne prendront pas. Puis en plus, tu sais que il va y avoir des gros problèmes économiques. Ça va amener des gros chambardements économiques si on fait l'indépendance. Faut avoir du courage pour faire l'indépendance d'un pays. Mais ils s'étaient perdu le courage. Les gens, aujourd'hui, là, ils pensent rien qu'à leur convention, à leur salaire, point final. Ils pensent pas à d'autres choses. Alors, c'est des gens qui sont bien nourris. On ne fait pas une révolution avec ça. Parce que si moindrement, l'indépendance les atteint dans leur bien-être, là, ça va être le bordel. On fait la révolution avec des gens qui sont dans la misère. C'est avec ça qu'on fait une révolution, qu'on fait des changements sociaux. Mais là, pour la misère, ça s'annonce bien. Ben, moi, je suis révolté. Moi, j'ai bien de la misère à accepter le monde tel qu'il est. Pourtant, on m'a bien enseigné l'acceptation, et puis accepter ce qu'on ne peut pas changer, lâcher prise. Ils nous disent ça, là, Léa, lâcher prise. Dans le fond, ils ont bien raison. Parce qu'on se met à l'envers pour rien. On se met à l'envers pour rien parce que ça change exactement rien. Puis ils ont raison, lâcher prise. Mais moi, je suis pas capable de lâcher prise. Je suis en maudit. Fait que je m'exprime. Des fois, les lettres dans les journaux, moi, je n'apprends pas cette société injuste. C'est des jeunes qui vivent qui couchent dans la rue, là. Ça n'a pas de sens. Ils font plus partie de la société. Moi, je suis chanceux que je ne suis pas dans la rue. Pas encore, en tout cas. Parce que moi, j'apprends un encore, parce que quand on est réduit à coucher dans la rue, puis à quêter, puis à fouiller dans la poubelle, on ne fait plus partie de la société. Quand on ne fait plus partie de la société, on n'en a pas à respecter les lois. Point final. Moi, je dis que les jeunes, là, une autre chose, notre premier devoir vis-à-vis la vie, c'est de survivre. C'est ça, notre devoir. C'est pas de respecter un système basé sur l'injustice, basé sur l'argent, basé sur le bien-être de certains et la misère des autres. Notre premier besoin, c'est de survivre. Alors, moi, je dirais aux jeunes, entrez dans un magasin, puis mangez. Mangez. Puis si vous êtes 10 000 à entrer dans un magasin pour manger, ils ne pourront rien faire, puis il va falloir qu'ils trouvent une solution. Puis c'est votre droit, moi je leur dirais, c'est votre droit le plus sacré. Ce n'est pas du vol, c'est de la survie. C'est pas pareil. C'est évident que quand on s'exprime, quand on prend position, qu'on peut faire des erreurs, la meilleure façon de faire des erreurs, c'est de rester chez soi puis son ailleurs. Là, on est sûr qu'on va faire. Moi, je vais te dire pourquoi j'ai... Je suis pas devenu anti-syndicaliste, mais je suis contre certains abus qu'il y a eu dans les syndicats. Je suis contre ça, moi, je suis contre ça. Moi, je suis pour les syndicats qui défendent les travailleurs, pas pour les syndicats qui se créent des castes privilégiées. C'est ça que j'aime pas, moi, c'est ça que j'aime pas. Parce que ça nous coûte cher en maudit. Il y a des choses qui sont négociées des années 70, 72 qui nous coûtent beaucoup d'argent aujourd'hui. Comme les congés payés. Toi, t'es battu pour ça, les congés payés. Mais ça coûte 100 millions par année, on n'a plus le moyen de ça. J'en ai-tu des congés payés, moi, dans ma vie? J'ai jamais eu de congés payés. J'ai jamais travaillé aussi! Puis comme les syndicats, j'ai milité, moi, les syndicats, longtemps. Ah, Seigneur. Puis pas payé, moi. Pas payé. Moi, j'avais payé, moi. Un jour, j'ai compris que les autres, ils m'aident, mais ils sont bien payés. Mais moi, j'allais faire du pitage, même avec le grévette. J'allais faire, je sais pas combien de spectacles, les graphes, tout. Puis un jour, je ne sais plus d'accord avec le syndicat. C'est pas le problème. C'est pas ton problème, ça. Ton problème, c'est la poésie, écrire des chansons. Mais elle ne veut pas du syndicaliste, tu connais pas ça. Ah! Voilà! C'est toujours la même calice d'affaires!
Sauf que là, aujourd'hui, faire des chansons, ferme ta gueule. Ouais, c'est ça, chacun son métier, chacun son métier. C'est d'écrire aux journaux. Il dit, vous me faites la peine, je sais pas ce que je peux dire. En tout cas, il dit, écrivez donc la chanson, fermez-nous votre gueule. Les syndiqués pensent juste à eux, hein? Là, le reste, en crise que le Québec, c'est ce que ça coûte, là, pour leur privilège, là. Mais je parle pas, bien sûr, des petits syndiqués de l'hôtellerie, des choses comme ça. Là. Je parle des grosses centrales syndicales. Ils n'ont pas de conscience sociale. Ils n'ont pas de conscience sociale. C'est l'outil des employés. C'est un outil le syndicat, c'est l'outil des employés. Tu veux-tu peut-être que leur outil n'est pas adéquat, peut-être qu'il est brisé, mais veux-tu leur enlever leur outil? Tu veux-tu leur enlever leur outil? Quand les autres avancent, les autres avancent. Un ouvrier qui reçoit un coup de pied dans le cul, ça devrait faire mal à toute la classe ouvrière. Puis un groupe de travailleurs qui avance, ça fait avancer les autres. La journée de 8 heures, l'assurance hospitalisation, l'assurance santé, l'assurance chômage, c'est les syndicats qui sont allés chercher ça. C'est pas les médecins, puis c'est pas les chambres de commerce, c'est pas les poètes non plus aussi. C'est les ouvriers syndiqués. Là, des fois, t'es injuste quand tu leur dis qu'ils pensent rien qu'à eux autres. C'est pas... Voilà ce que j'attendais. Voilà. L'ensemble de... Non, mais jamais. Les syndicats travaillent pour défendre les intérêts de leurs membres. Point final. Ceux qui sont pas membres, c'est leur problème et défendre les intérêts de leurs membres. Alors, des fois, ça va un peu loin, les intérêts de leurs membres. Ça va pas mal loin, des fois. Alors, c'est ça que moi j'aime pas, c'est qu'ils n'ont pas de conscience pour les autres. Mais si on parle rien que les syndicats et les autres, il faut bien qu'ils mangent aussi les autres. Ouais, moi, un peu, ça va t'éclaircir l'esprit, hostie. C'est effrayant comme t'es marabout, que c'est pas parce que t'es vieux que tu dois être cave. On va décrire ça, là. T'es bien marabout. C'est pas parce que t'es vieux que tu dois être cave. Je te l'ai dit, je te l'ai dit, hein. T'es toujours venu aider les gens qui se battaient dans la rue, hein. Tu t'es pas trompé? Ça le rend mal à l'aise. Il y a quasiment du regret de ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Dans le fond, on est du même avis. C'est ça que j'ai connu. Hein? Moi, quand je me suis ramassé ça à la main, ça a 17 ans, c'est les gens de la rue que j'ai connus. Quand je travaillais dans un club, c'est les gens de la rue. Quand je travaillais dans un restaurant, dans l'hôtellerie, c'est toujours les gens de la rue que j'ai connus. Quand je me suis ramassé à Paris, ben là, j'étais dans la rue, je les ai connus, les gens de la rue. À Saint-Germain-des-Prés, c'était rien que ça que je connaissais. Sous le pont neuf. C'est mon monde à moi, puis j'ai toujours eu bien la sympathie pour eux autres. Dans la tête des hommes, il y a de grands rêves quand ils en font la somme. Bien peu qu'ils parachèvent, l'espoir est ce mensonge. À l'heure régulière, agrémente leur songe d'éclatantes lumières. Il y en a qui patientent, mais d'autres qui se lassent d'un fleuve qui serpente, englouti dans sa vase. Dans la tête des hommes, il y a la folie, des guerres qui consomment, et les hommes et la vie. Il y a encore l'immense solitude, aussi devant la mort, l'éternelle inquiétude. C'est incroyable comment il est généreux. Il en est naïf. Il s'est fait avoir toute sa vie avec ça, mais
c'est vraiment sa plus belle qualité. Son sens de l'humour aussi. Ah, il est drôle. Mais son grand cœur, ouais. Te souviens-tu, Paulin, lorsque nous étions rois, au royaume du vin, que nous faisions la loi jusqu'au petit matin, dans les bals de quartier, où nous allions trinquer, Le patron, mon garçon, nous laissait déferler dans un tas de jurons, nos opinions sacrées. Nous refaisions le monde devant la table ronde et des petites blondes, Moi, ça m'ennuie beaucoup. À Paris, moi, j'ai quitté Paris parce qu'à un moment donné, je m'en aille, les portes fermaient. C'est dommage parce que j'étais bien parti. J'aurais pas, je pense, pu faire une grande carrière, mais j'aurais pu quand même me débrouiller assez bien. Mais on travaillait dans les boîtes, puis on se couchait, puis on finit de travailler à 3 ou 4 heures du matin, alors c'est pas le moment de se coucher, on ne s'endort plus, alors on buvait, puis... Alors à un moment donné, ça se sait. Puis à un moment, les gens nous disent jamais franchement, mais les portes se ferment doucement. Alors je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'est ça qui se passait, alors je suis parti. Le vin a un goût de malheur, d'enfance abandonnée, de parents déchirés, de jeunesse triste et perdue. Le vin a un goût de complexe de ceux qui sont mal dans leur peau, qui ne s'aiment pas et croient que personne ne les aime. Le vin a un goût de solitude, de ceux qui égrènent les heures en rêvant de bonheur, d'âme sœur qui ne vient jamais. Le vin a aussi le goût de ceux qui n'ont pas su s'aimer. Le vin a le goût de la mort, de l'inévitable, qui approche petit à petit chaque jour. Alors on se met à songer à tout ce que l'on a perdu, ce qui ne reviendra jamais. Ça m'a pris ben du temps à comprendre ça. Le jour d'aujourd'hui, tu ne le reverras jamais. Puis le jour de demain, il va être là, puis après, tu ne le reverras plus. Et tu manques les jours qui passent, tu manques tout. Ce n'est pas d'ailleurs qu'il s'agit, ce n'est pas d'ailleurs, mais d'ici, ce sont des oiseaux qui recoulent, ce sont des âmes dans la foule, ce n'est pas autre galaxie, ce n'est pas là-bas, mais ici, tous ces cœurs qui espèrent tant, dont les siècles n'ont fait qu'un chant, mais ce qui est si difficile quand une corde est fragile, et c'est de les partager, aussi aimer. Ce n'est pas d'ailleurs qu'il s'agit, ce n'est pas d'ailleurs, mais d'ici, c'est bien le soleil que l'on voit, c'est toute la vie, toute la vie. Qui est Lorsque je mourrai dans une grande valise qu'on me donnera, je mettrai toutes les peines du monde. La solitude, la faim, le froid, la peur, les regrets, la haine et le temps. Et juste avant de mourir, je dirai, mon Dieu, j'apporte avec moi toutes les peines du monde. Faites qu'il n'y en ait plus jamais. Et quand plus tard, beaucoup plus tard,
On ouvrira ma tombe. Il n'y aura plus de valise qu'un pauvre squelette. Et s'il y a encore de la peine sur terre, alors il faudra me pardonner. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère.